Bonjour à tous et bienvenue au cycle de la voix du Voice Lab d'Hub Francia. On remercie tout d'abord le Hub de nous prêter cet espace euh, et de nous aider dans l'organisation. Pour rappel, le cycle de la voix, c'est un événement qui est organisé tous les mois. Donc, vous pouvez retrouver les invitations dans nos différentes pages web. N'hésitez pas à nous faire part aussi de vos retours en écrivant sur notre site web. Vous trouverez également les replays de chaque session dans la page dédiée aux événements. Le Voice Lab, je représente rapidement notre activité et notre association. Donc, pour rappel, le Voice Lab regroupe l'expertise de plus de 30 acteurs institutionnels et entreprises technologiques. Donc, on a la moitié d'acteurs institutionnels et académiques et l'autre des entreprises technologiques, comme ceux qui sont invités aujourd'hui à prendre la parole. J'ai d'ailleurs possibilité de vous présenter directement Maxime Sandorek. Hello Max, je vous entends. Bonjour. Et Maxime, il est cofondateur de la société Bad Voice et vous présentera la trame et le programme de notre webinaire. Bad Voice, ils ont été cofondateurs aussi du Voice Lab. Donc là, ils participent, comme d'autres adhérents, à la construction de notre marketplace des services vocaux, que pour rappel, aura la vocation de favoriser l'usage de la voix pour tous. On pourra mutualiser des données vocales dans un espace neutre et sécurisé et on mettra à disposition et on va créer aussi des moteurs de transcription de la parole. Voilà. Là, c'est pour faire un petit rappel sur le Voice Lab, notre activité et notre marketplace qui est en cours de développement. Là, je laisse la parole à Maxime. Pour rappel, vous avez un onglet qui est dédié aux questions. N'hésitez pas à l'utiliser si vous avez des questions. Si moi, je vais veiller à que chaque question trouve sa réponse. Si vous posez vos questions dans le lien dédié à la conversation, ça risque de passer un peu à la trappe. Donc voilà, l'onglet dédié est beaucoup plus efficace. Donc là, je peux laisser la parole à Maxime. Et merci. Merci Consuelo. Donc, bonjour à toutes et à tous. Consuelo m'a présenté rapidement. Moi, je suis cofondateur de la société Bad Voice. Donc, Bad Voice, c'est une solution de speech and emotion analytics. C'est une plateforme d'intelligence opérationnelle avec des technologies vocales qu'on a développées en interne. Donc, aujourd'hui, je suis là en tant que représentant de Bad Voice AI, qui est membre fondateur du Voice Lab. Donc cofondateur d'ailleurs, qui fait partie des sociétés cofondatrices du Voice Lab. Et on a un sujet passionnant à présenter aujourd'hui, donc ce sujet sur la biométrie vocale, qui a beaucoup intéressé le Voice Lab et qui va beaucoup vous intéresser. Donc biométrie vocale, et si vous étiez reconnu simplement grâce à votre voix. Donc aujourd'hui, on accueille donc Jean-François Kleinfinger, qui est CEO de WeSpeak. On accueille aussi Romain Meglet, qui est Head of Innovation Lab au sein de CB. Bonjour. Le programme, c'est donc dans un premier temps, donc après cette introduction, Jean-François Kleinfinger va nous présenter le contexte, les cas d'usage, va nous faire aussi une démonstration. Donc ça va être sur les 30-35 premières minutes. Ensuite, Romain Meglet va intervenir et va apporter son témoignage et nous faire une démonstration d'une 15-20 minutes. Donc ensuite, bien sûr, pendant la session, vous poser vos questions, on va y répondre, on va trouver le meilleur moment aussi pour y répondre. Et à la fin aussi de ce webinaire, on a prévu une partie questions-réponses où on pourra reprendre d'autres questions et compléter aussi les premières questions qu'on aurait reçues. Donc, petite introduction à la biométrie vocale après cette introduction des participants. Alors, donc,
La biométrie vocale, donc c'est un marché qui est important, c'est un marché dans le monde qui grandit vite aussi avec les innovations, les nouvelles technologies qui sont apportées par des sociétés comme WeSpeak. Donc il y a une forte traction, par exemple, des domaines bancaires, des services financiers, des assurances, avec notamment un besoin, donc un des challenges, c'est de réduire les coûts d'authentification. Donc, le petit schéma sur la gauche, ça représente au final un cas d'usage général qui s'applique à de nombreux secteurs. Donc, en fait, on a un utilisateur qui peut, à partir de tout point de contact, tout device, utiliser sa voix pour s'authentifier. Donc, une fois que l'utilisateur s'authentifie par la voix, c'est-à-dire prononce les mots pour permettre à WeSpeak et à la marque d'identifier l'utilisateur. Donc derrière, la voix est analysée et permet au moteur de reconnaissance de locuteur d'identifier le locuteur. Cette information revient à la marque et cette marque va voir que son utilisateur est bien identifié, est bien authentique et donc va pouvoir poursuivre en fait l'opération, la conversation. Donc, pour commencer, donc Jean-François Kleinfinger, qui est CEO de WeSpeak. Bonjour. Bonjour. Donc, je vais partager mon écran et partager ma présentation. Donc, quelques mots de WeSpeak. Excusez-moi. Ça doit être la bonne présentation. Donc, WeSpeak, on est une jeune société. On s'est créé en juin 2020 après 2 ans de R&D dans le cadre d'un incubateur, un startup studio qui s'appelle Alacrité. On fait partie d'un certain nombre de programmes d'accélération et on a eu le plaisir d'être lauréat de la Palme Jeune Pousse 2021 de la FRC, l'Association française de la relation client. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est des spécialistes de la biométrie vocale, une dizaine de personnes. Alors, pourquoi la biométrie vocale? Parce qu'en fait, on a tous le même problème, c'est-à-dire qu'on appelle un centre d'appel et il faut qu'on décline le prénom de son chien, l'âge de sa grand-mère et autres informations hautement confidentielles qui sont censées démontrer notre identité. Donc, c'est pénible et c'est pas toujours très sécurisé. Et en même temps, avec un pauvre mot de passe, par exemple, sur France Connect, on peut accéder à toutes ces données fiscales et de santé. Et là, on peut considérer que c'est insuffisant. Chez WeSpeak, on pense que on ne devrait plus avoir à arbitrer au XXIe siècle, alors qu'on a des interactions digitales et distancielles de plus en plus importantes. On ne devrait plus avoir à arbitrer entre la sécurité et la fluidité. Et on pense que la voix est un élément de solution. Pourquoi? Parce que quand vous voulez faire un process d'authentification, le multifacteur devient incontournable maintenant. Et le multifacteur, c'est quoi? C'est mélanger des facteurs qui relèvent de différentes catégories. Alors, vous connaissez tous ce qu'on a, hein, la clé, le don, le badge. Il y a ce qu'on sait, le fameux mot de passe ou la phrase secrète, et bien entendu, il y a ce qu'on est, qui relève de la biométrie, et de plus en plus, on devient des utilisateurs de biométrie sur nos téléphones avec le facial ou avec le digital, et on est de plus en plus habitué à utiliser ça. Maintenant, toutes les biométries ne se prêtent pas à tous les cas d'usage. L'ADN, c'est super performant, mais on ne va pas demander une goutte de sang aux gens quand ils appellent le centre d'appel, ça ne va pas bien se passer. La voix, par rapport à ça, elle a quand même 2 avantages qui sont extrêmement intéressants. Le premier, c'est que c'est le vecteur naturel d'interaction des êtres humains. Là, je suis en train de projeter quelque chose, mais je suis surtout en train de vous parler. Quand j'appelle un centre d'appel, c'est pour parler. Et donc, on parle volontiers, on parle de plus en plus à nos machines. Et donc, c'est facile d'intégrer une captation de voix dans une expérience utilisateur. Et en même temps, le corollaire de ça, c'est que justement, il y a des micros partout. Il y en a dans nos téléphones, à la base, c'est même à ça que ça sert. Il y en a dans nos ordinateurs, il y en a dans nos voitures, dans nos ascenseurs, etc., etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui est facile à intégrer dans l'expérience utilisateur et très facile à déployer. Alors, comment ça marche? Contrairement au papier d'identité où on a une photo quelque part qu'on peut utiliser comme référence, sur la voix, il n'y a pas de référence. Donc, il va y avoir 2 phases, un peu comme un mot de passe. Il va y avoir une phase d'enrôlement et ensuite, on va pouvoir avoir des phases d'authentification. La phase d'enrôlement, ça consiste à, d'abord, en amont, construire une sorte de bulle de sécurité, la même que vous utiliseriez pour
modifier un mot de passe avec un lien ou avec un OTP, comme vous voulez. Et dans cette bulle de sécurité, vous allez capter un échantillon de voix qui va devenir votre référence, votre signature vocale. Donc cet échantillon de voix, on le passe dans le réseau de neurones qui vont extraire les caractéristiques pertinentes de votre voix, mettre ça dans un fichier qu'on va signer, qu'on va chiffrer, et donc ça va constituer une sorte de gabarit au sens de la CNIL ou de certificat, et ce certificat, c'est la signature vocale. Ensuite, à chaque fois qu'on va vouloir, excusez-moi, à chaque fois qu'on va vouloir vous reconnaître, ou vous allez vouloir vous authentifier avec votre voix, il va suffire de prononcer quelques mots, quelques secondes suffiront, et là, on va comparer cet échantillon de voix avec votre signature vocale, et la proximité de ces deux échantillons va permettre de déterminer si vous êtes la même personne que celle qui a déposé l'échantillon. Alors, je parle de proximité parce qu'on est dans le domaine de la biométrie, donc on est sur des mesures de distance entre vecteurs et on n'est jamais sur des choses qui sont totalement alignées. Si vous vous rappelez, même sur de la biométrie digitale, il y a quelqu'un, il y a 2 ans, je crois, qui s'est fait arrêter à l'aéroport de Glasgow parce qu'on croyait que c'était Xavier de Ligonnès, parce que son empreinte digitale était très proche de celle de Xavier de Ligonnès. Avec la voix, c'est la même chose. Et donc, quand vous allez mettre en place une application de biométrie vocale, vous allez devoir mesurer le taux de faux positif et le taux de faux négatif pour vous assurer que le réglage du système va vous permettre d'avoir un taux de faux positif qui est conforme à vos cas d'usage. Alors évidemment, vous n'allez pas faire de la même manière si jamais il s'agit de choisir un utilisateur parmi les 10 qui sont dans la voiture ou si jamais il s'agit de valider une transaction à votre milliard. Donc, cette technologie s'applique à de très nombreux cas d'usage, donc qui sont tous un peu à la frontière entre les applications de type application vocale, interaction vocale, ou les applications de type login ou validation biométrique. Donc le login est un premier cas d'usage. C'est extrêmement simple de pouvoir intégrer le facteur vocal à la place ou en plus du login et du mot de passe, et de capter sur l'ordinateur quelques secondes de voix pour pouvoir se connecter sur son compte ou sur son application. Même type d'application, on verra des exemples tout à l'heure, la sécurisation de transactions. Là, par exemple, on va le mixer avec de la reconnaissance de texte et je vais envoyer sur votre device un texte que vous allez devoir répéter à l'identique. Ce texte sera un texte aléatoire et je vais reconnaître le device sur lequel je l'ai envoyé, donc un facteur de possession, le texte que je vous ai envoyé, un secret partagé, et la biométrie, le fait que c'est bien vous. Autre type de cas d'usage sur lequel il y a beaucoup d'applications, c'est les centres d'appel et les SVI. L'authentification sur les centres d'appel, c'est une procédure qui est souvent longue et qui consomme du temps et au client et à la marque, sans valeur ajoutée, si ce n'est l'authentification. Moi, je rêve de pouvoir appeler ma banque et de dire « Bonjour, je suis Jean-François, je voudrais faire telle et telle opération » et qu'on me réponde « Oui, Jean-François, je vous ai reconnu avec votre numéro de téléphone et votre voix, je peux procéder à l'opération. » Pas mal d'applications aussi dans le domaine des assistants vocaux et de l'embarqué. On travaille par exemple avec des équipementiers automobiles pour que quand on s'installe dans sa voiture, qu'on a pu éventuellement ouvrir avec sa voix, on puisse parler et en parlant, la voiture reconnaît qui c'est, règle les sièges, règle les destinations favorites et les radios. Et pendant l'expérience de conduite, on pourra parler avec des assistants vocaux qui vont vous permettre de faire une commande, par exemple, pour réserver une borne de chargement ou d'essence sur telle ou telle station-service. Vous allez pouvoir aller à la borne que vous avez réservée, faire le plein et rentrer dans la voiture et dire c'est fini. Et ça suffira pour payer parce qu'on aura validé avec votre voix ce paiement-là. On a pas mal d'applications dans le domaine du e-learning aussi pour vérifier que les impétrants, notamment quand il s'agit de formations qualifiantes, sont bien ceux qui prétendent être. Et puis, tout le domaine d'opérations autour du régalien et de la lutte contre la fraude, où là, on est capable de faire des comparaisons de voix pour vérifier que tel échantillon capté à tel endroit correspond à telle autre personne sur laquelle on a un autre échantillon. On a fait récemment, chez WeSpeak, on a assisté France Info sur un reportage qu'ils avaient sur des crimes de guerre potentiels en Ukraine.
et on a pu vérifier, ou en tout cas les conforter sur les indices qu'ils avaient, sur le fait que la voix de la personne qui filmait telle et telle exaction était celle qu'on avait vue par ailleurs sur d'autres reportages ou d'autres films qui s'étaient faits. Évidemment, on a très envie de participer à des choses comme France Connect ou d'utiliser la voix comme étant un des éléments de preuve, notamment dans les KYC ou pour pouvoir se loguer sur plein d'utilisations publiques. Autre cas d'usage d'ailleurs, dans ce même domaine, la lutte contre la fraude, où un certain nombre d'applications de paiement peuvent être connectées avec des capteurs sur la voix et on va chercher si cette voix existe, soit dans des appels récurrents qui ont déjà été faits, notamment chercher des informations personnelles pour pouvoir faire du spoofing, ou si jamais elles sont déjà associées à des transactions en défaut. Donc, ce qu'on voit dans ces différents cas d'usage, c'est que les domaines d'application sont assez variés et qu'il n'y a pas une application d'authentification vocale, mais il va y avoir des applications d'authentification vocale avec les modules de base qui vont être la création d'empreintes vocales et la reconnaissance du locuteur, mais aussi de la reconnaissance de texte, aussi de l'anti-spoofing pour vérifier que ce n'est pas une voix de synthèse ou un enregistrement, du traitement de bruit pour vérifier que la qualité audio, par exemple, des enrôlements est suffisante, etc., etc. Donc la solution qu'on a construite chez WeSpeak, elle est constituée de 3 grands blocs. C'est que d'un côté, toute la partie bibliothèque de services vocaux de WeSpeak, dont je viens de parler, une interface d'administration qui va vous permettre de les assembler les uns avec les autres pour pouvoir constituer l'application qui va vous convenir, régler les seuils sur les longueurs, sur les faux positifs, faux négatifs, etc. Puis ensuite, de la tester sur un ensemble de jeux d'essai qui vont vous permettre de qualifier votre application par rapport au cas d'usage que vous voulez déployer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir déployer cette application sur là où les plateformes d'exécution, parce que WeSpeak se propose d'avoir un déploiement, que ce soit sur de l'embarqué ou en SaaS ou en premise, de manière à proposer une continuité d'opération, quel que soit le point de contact. Et donc, ce déploiement va pouvoir se faire en SaaS ou on-prem, ou alors carrément en embarqué, et donc accessible. Une fois que les applications que vous allez avoir configurées dans l'interface d'administration vont être exposées soit sous forme d'une API RESTful ou accessible à travers vos IDP, à travers des protocoles comme OpenID Connect ou SAML, ou carrément sous forme de SDK. Alors, tout ça n'est pas totalement nouveau, puisqu'on a un certain nombre de confrères qui font ça. Et donc, quels sont nos différenciateurs? Nous, on a 3 différenciateurs. Le premier, c'est sur la technologie. On a des moteurs qui sont à la pointe de l'état de l'art et ce qui nous permet d'avoir des segments audio assez courts et sans texte imposé. Et on a aussi assuré l'évolutivité de nos moteurs de telle sorte qu'on puisse continuer à les améliorer sans être obligé de réenrôler les gens. Une fois qu'on a enrôlé 1 million de personnes, on n'a pas du tout envie de recommencer tout le temps. Et donc, on sait faire ça. Deuxième point de différenciation, c'est la plateforme clé en main qui va vous permettre à la fois de configurer et de déployer vos applications vocales, et ça sur une plateforme qui va supporter de la haute volumétrie et qui est facile à intégrer dans vos systèmes d'information. Et puis enfin, le dernier point, et c'est probablement le plus important dans le contexte national et européen, c'est la conformité aux recommandations de la CNIL sur la biométrie. Parce que la biométrie, ce n'est pas une technologie standard, ce n'est pas une donnée personnelle normale. La voix, c'est une donnée personnelle, mais le gabarit de votre voix, comme le gabarit de votre doigt, c'est une donnée personnelle sensible. Ça a le même statut que les opinions politiques ou vos données de santé. Et donc, la CNIL impose que, sauf application particulière dans le domaine régalien, ces données restent sous le contrôle de l'utilisateur final. Et donc, il y a 2 manières de déployer de la biométrie recommandée par la CNIL. La première, c'est de laisser le gabarit sur un support qui reste sous le contrôle du locuteur, c'est-à-dire que ça peut être stocké sur votre téléphone, comme ce le sont actuellement vos empreintes digitales ou vos éléments de reconnaissance faciale, ou sur votre badge professionnel, par exemple.
Et donc, vous en êtes maître. Ou alors, si vous voulez le stocker de manière centralisée, il faut que chaque gabarit soit protégé par une clé et que cette clé reste sous votre contrôle. Donc, chez Wispeak, on est capable de déployer ces deux modes d'utilisation. Et le deuxième mode d'utilisation avec la clé dont je viens de parler est très intéressant parce que, en fait, c'est lui qui va vous permettre d'assurer une sorte de roaming multi-point de contact et de faire en sorte que la voix qu'on a captée sur un device puisse aussi être utilisée quand j'appelle le centre d'appel sans qu'il y ait une opération particulière d'envoi ou de validation qui soit faite à chaque fois. Donc, on sait mettre ça en place chez Wispeak. Donc, avant de passer à la partie de Romain, je peux vous faire une démonstration de quelque chose qu'on a fait avec le partenaire de Worldline et qui est une démonstration dans le cadre du paiement et dans laquelle on va pouvoir illustrer toutes les étapes de l'utilisation de la biométrie vocale. Alors, excusez-moi, le voilà. Donc, la démonstration porte sur un site de e-commerce sur lequel je voudrais pouvoir payer avec ma voix. Donc la première étape, c'est que je vais m'enrôler. Si je clique, ça va être mieux. Et je vais donc valider les termes et conditions. Et maintenant, on va me demander mon nom d'utilisateur et je vais donner mon numéro de téléphone. Voilà. On me propose un QR code que je vais aller flasher, qui m'envoie un début de conversation sur WhatsApp. Et donc, je lui dis que je veux m'enrôler. Et maintenant, il me demande de répéter ce qui est marqué à l'écran, ce que je vais faire. To pay securely online, I just want to use my voice. When I will pay online, I will receive a phone call or WhatsApp message to confirm by voice the payment. Now, my voice is my password. It's simple, secure, and really quick. Donc, j'ai procédé à mon enrôlement. Le système a reconnu ma voix, ou en tout cas a créé mon gabarit. Et maintenant, je vais procéder à un enrôlement complémentaire sur le téléphone, par téléphone, pour illustrer les deux modes d'accès. Je reçois un appel. To pay securely online, I just want to use my voice. When I will pay online, I will receive a phone call, a WhatsApp message to confirm by voice the payment. Now, my voice is my password. It's simple, secure, and really quick. Donc, on voit que le processus d'enrôlement est quelque chose qui peut se faire de manière très simple et très fluide. Il peut être accompagné ou pas d'un agent en fonction de votre cas d'usage. Si vous êtes dans un domaine de KYC, vous allez certainement le faire pendant la confrontation KYC. Et si jamais c'est juste, on le voit ici, je peux m'enrôler sur mon compte client. Donc maintenant, je vais utiliser ces différents moyens pour illustrer un paiement. Donc on va simuler un paiement par téléphone. Donc, je reçois toujours l'appel. Success is not final, failure is not fatal. Donc on voit que là, j'ai pu parler de manière assez rapide. Il a reconnu et la phrase et ma voix, et j'ai validé le paiement. C'est une démo qui coûte cher, hein, 1 800 € à chaque fois, mais je veux bien la refaire sur WhatsApp pour montrer que ça marche aussi. Voilà. Donc là, je reçois un message WhatsApp. Je vais parler. Be original and find your inner voice. La validation se fait sans problème et elle pourrait aussi bien se faire sur le web, directement dans l'interface qui est là. He loves to play basketball and tennis. Voilà, succès.
Donc, on a pu illustrer à travers cette démonstration les 3 modes d'interaction. On a vu sur un SVI vocal, ça pourrait être moi qui appelle le SVI et le SVI me demande merci de vous authentifier, je parle ou je dis ce que je veux en langage naturel et il utilise cet échantillon ensuite pour m'authentifier et ce que j'ai dit pour me passer à la bonne personne. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. On pourra faire d'autres démonstrations si vous le souhaitez par la suite. Alors, je suis en train de revenir. J'ai changé d'écouteur. J'ai eu l'information que ce n'était pas saturé. Surtout, dites-moi si ça continue. Je changerai encore pour un 3e. Merci beaucoup, Jean-François, pour cette première partie, pour cette présentation, pour cette démonstration. On a plusieurs questions. Donc, on va les prendre peut-être dans l'ordre d'arrivée. Jean-François. Donc, Gérard Chollet demande « Est-ce que l'anti-spoofing est efficace ? Il me semble que la synthèse vocale et la conversion de voix ont fait de gros progrès. » Est-ce que Jean-François, tu peux rappeler ce qu'est l'anti-spoofing ? Alors, l'anti-spoofing, c'est l'anti-usurpation, de manière littérale. Donc, il y a plusieurs usurpations potentielles et on distingue généralement les attaques dites physiques, qui sont un enregistrement qu'on rejoue, ou les attaques dites logiques, qui sont plutôt du domaine de la voix de synthèse. Donc, est-ce que c'est 100% bulletproof ? Non, c'est pas 100% bulletproof, mais de la même manière qu'on peut, avec un peu de silicone et de bonne volonté, arriver à spoofer une empreinte digitale. Et donc, c'est toujours une course entre les gendarmes et les voleurs. Aujourd'hui, on a développé une gamme de moteurs d'anti-spoofing qu'on est en train d'améliorer et on pense qu'on va pouvoir avoir quelque chose qui sera au-dessus des 99% de satisfaction. Sachant qu'un autre élément de réponse quand même sur la base de l'anti-spoofing, c'est que comme dans tout processus d'authentification, il faut être multifacteur. Donc, si jamais je veux faire une authentification sur mon ordinateur, probablement que je vais utiliser une signature qui soit propre à l'ordinateur lui-même, plus la voix, plus éventuellement un login ou un password. Sur mon téléphone, le numéro de téléphone en tant que tel est déjà un numéro. C'est sûr que si on met des moyens de type mission impossible, il n'y a pas de protection qui tienne. Très bien, merci beaucoup Jean-François. J'ai une deuxième question de Jean-Marc. Qu'est-ce qui empêche de tromper les systèmes avec des deepfakes audio de qualité, s'il vous plaît ? Ben, pareil. En fait, quand on fait de l'anti-spoofing, c'est une question convaincante, ce qu'on repère, c'est un certain nombre d'artefacts qu'on va trouver, soit dans le fait de rejouer un enregistrement d'un micro, d'un haut-parleur vers un micro, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de parler directement dans le micro, ou l'autre type, c'est que quand on fait de la synthèse vocale, il reste quand même des artefacts dans les sons qui sont émis, qui ne sont pas forcément audibles à l'oreille ou que l'oreille masque, et que un système de reconnaissance de type réseau de neurones va pouvoir détecter. Donc, les résultats qu'on obtient sur des nouveaux moteurs sont, j'allais dire, modestes, c'est-à-dire qu'ils vont être autour de 80%, mais par contre, dès qu'on a entraîné notre moteur sur la base des outils de synthèse déjà connus, là, on obtient des taux qui sont plus proches des 99. Parfait. Écoute, alors j'ai une autre remarque ou une question de Cindy. Donc, vous avez dit que le gabarit est sous maîtrise partagée, car l'élément personnel de la personne concernée est son numéro de téléphone. Est-ce bien cela ? Est-ce que j'ai bien prononcé cette phrase ? C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il est sous maîtrise partagée quand il est stocké sur un device qui appartient à l'utilisateur. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Et il est sous maîtrise partagée quand il est stocké en centralisé, mais qu'il est protégé par une clé qui, elle, appartient à l'utilisateur et qui, elle, reste sous son contrôle. On dit qu'il va pouvoir révoquer à tout moment.
Très bien. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? J'ai l'impression qu'on a fait le tour des premières questions. Donc, OK. Oui, j'ai quelqu'un qui voulait intervenir? Non, J'introduis non, je Romain. disais, j'avais pas vu d'autres questions, oui. Ça marche, très bien. Alors, donc, c'est à Romain Maiglet, donc, qui est Head of... D'ailleurs, on va mettre la petite slide en grand, ce que je n'avais pas fait tout à l'heure, pour introduire Romain. Donc, Romain Maiglet, Head of Innovation Lab chez Carte Bancaire, co-conception, paiement et commerce innovant. Donc, merci et bienvenue, Romain Maiglet, et c'est à vous. Merci Maxime, merci Jean-François, et merci au Voice Lab, merci au Consulat de nous inviter aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis là un peu en tant que témoin. Vous connaissez sûrement CB, c'est le moyen de paiement préféré des Français. C'est aujourd'hui 65% de la consommation des ménages. Donc, c'est plein de cas d'usage différents. Comme le disait Jean-François, il y a plein de cas d'usage différents, proximité, à distance. Et ça, c'est vraiment la position de CB, qui a une position de place, de travailler à l'inclusion la plus seamless possible, la plus sans friction possible, du paiement dans les parcours clients qui évoluent tous les jours de la part des clients et qui s'adaptent à la vie des gens. Et le lab dont je m'occupe, il travaille vraiment sur le design, donc UX, UI design, donc vraiment sur l'évolution et le design des parcours clients et des interfaces. C'est pour ça qu'on était hyper intéressé de travailler sur un projet où la voix était l'interface qui faisait partie du parcours client depuis le début jusqu'à la fin avec le paiement. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous a amené à travailler sur ce sujet. Et puis après, je vais vous raconter un petit peu pourquoi on a travaillé avec ces acteurs-là et comment on l'a fait sur le terrain. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est je vais vous partager une vidéo. Donc, je vais couper mon micro qui présente rapidement le cas d'usage. Puis après, je reviendrai pour vous expliquer le projet, sa genèse et comment il a fonctionné. Alors, je vais partager la vidéo. Voilà, je vous partage la vidéo, je me mets directement au bon endroit et je vous partage justement le cas d'usage que je vais vous présenter. Veux-tu faire le plein ou ajouter du diesel pour un montant particulier? Aujourd'hui, que pour 15 €. Prépaiement en cours. Déblocage de l'avenant. C'est tout bon. Tu peux aller te servir. La voix, c'est un canal d'échange naturel avec le commerçant quand on est en magasin. Il faut aussi que ce soit une interface de confiance quand on achète en magasin, mais pas seulement, aussi sur le e-commerce ou sur les apps. On s'est posé plein de nouvelles questions par rapport à ces parcours d'achat innovants, quel ton employer et comment accompagner au mieux les besoins du client. Avec nos partenaires, Worldline et Newport, on a testé sur le terrain de l'achat de carburant en station-service par la voix. C'est pas seulement dire ce que je veux, un peu comme avec les assistants vocaux, mais également faire le paiement, valider le paiement, faire ce qu'on appelle l'authentification vocale grâce à ce nouveau médium. Donc en termes de parcours client, c'était très intéressant, les résultats sont très bons, on est très satisfait et on a hâte de voir ce que nous réserve le futur sur des itérations mais dans d'autres cas d'usage, mais aussi sur d'autres modes de biométrie. Je vais arrêter le partage sur cette vidéo. Je vais maintenant revenir un petit peu plus en détail avec une présentation sur le cas d'usage, puis on va revenir sur le parcours client. Ça, vous pourrez le voir en détail. Hop. Donc là, normalement, vous devez voir ma présentation et je devrais pouvoir passer les slides. Donc, comme la vidéo le dit, on a travaillé avec Worldline et Newport parce que le lab travaille par sujet. Et on a commencé, nous, à travailler sur la voix. C'est pour ça qu'on s'est rapproché des acteurs de la voix. On a fait un bench des acteurs de la voix. On avait travaillé aussi sur la mobilité. C'est comme ça qu'on avait identifié la société Newport en tant que start-up par des challenges, on va dire, grands groupes start-up. Et on travaillait aussi avec des industriels comme Ingenico, comme Worldline, avec qui on avait identifié ce sujet. Donc, on s'est dit pourquoi pas se réunir autour de la table. Et on a apporté des briques différentes pour le faire. Donc, Newport a apporté la partie assistants vocaux et mobilité. Alors, on va y revenir, c'est un cas d'usage bien spécifique, c'est sur l'achat de carburant en station essence qu'a mentionné d'ailleurs Jean-François un peu plus tôt. Worldline s'est occupé de la partie prestataire de services de paiement, mais aussi enrôlement et stockage du gabarit, c'est-à-dire en termes de responsabilité, c'était aussi de leur côté. Et côté CB, côté réseau de transactions par carte,
on a bien vérifié que le chemin était le bon, que la transaction se passait bien de A à Z, de bout en bout, parce qu'on a vraiment testé ces transactions sur le terrain. Donc ça, c'est très important. La démo que vous pouvez revoir et retrouver sur la vidéo sur Internet, et je donnerai le lien à la limite dans le chat, c'est vraiment quelque chose qui a été testé sur le terrain. La démo n'est qu'un reflet a posteriori de ce qu'on a testé sur le terrain, vraiment en pompe à essence. C'est intéressant parce que pour ces types de matériel, il y a plusieurs cas d'usage sur les assistants vocaux, sur le marché. Il y a quelques chiffres qui ont été avancés. Il y a aussi des enjeux de souveraineté, c'est-à-dire que là, il se trouve qu'on a réussi à travailler avec des acteurs français. Donc, on est très heureux de l'avoir fait, mais c'est des sujets mondiaux. Donc, c'est important aussi quand on a vu qu'en mobilité et en voix sur le sujet, il y avait vraiment un vivier. Et c'est pour ça que d'ailleurs, CB et le Lab sont adhérents du Voice Lab. On a vu qu'il y avait vraiment un terreau très important et vif d'acteurs sur le sujet, dont WeSpeak fait partie. Donc, on est très heureux d'avoir pu tester ce terreau et ces acteurs. Alors, pourquoi la mobilité? Alors déjà, parce que c'est une chaîne assez complexe à mettre en place. Là, on a 2 partenaires principaux pour ce témoignage, mais en fait, derrière, chacun a des partenaires. Et il y a à peu près une dizaine de maillons qui ont été mis bout à bout pour que, entre moi qui m'enrôle en tant que client et le paiement qui se fait à la pompe, avec le gestionnaire de pompe, etc., sur des pompes existantes, ce n'est pas des nouveaux matériels, il y a à peu près une dizaine de partenaires. On est donc en mobilité. C'est une situation où l'usage des mains n'est pas idéal. On a aussi des cas d'usage qui pourraient être le paiement à domicile, mais là, on est sur ce cas d'usage en mobilité. Il y avait aussi un intérêt sur une expérimentation avec un catalogue peu fourni, c'est-à-dire qu'en station essence, on a 4-5 produits, donc c'est plus facile d'entraîner, pour une première version en tout cas, les moteurs. Ce sont des achats avec une fréquence récurrente, ce qui permet de tester les habitudes et de tester justement le parcours client. Et puis, comme je disais, les matériels de type encaissement aux pompes à essence, c'est des matériels qui sont longs à faire migrer, à faire évoluer. Et là, on a réussi à leur faire accepter le paiement par la voix de façon logicielle, sans modification du hardware. Donc, c'est quelque chose de très rapide. On l'a fait instantanément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quasiment toutes les pompes à essence sont compatibles avec l'expérimentation qu'on a faite et que cette expérimentation, elle peut être scalée, elle peut être mise à l'échelle nationale. Donc ça, c'est vraiment des points très positifs. On a démarré en 2020, mais il y a eu un rapprochement dont vous avez peut-être entendu parler entre les 2 acteurs français que sont Ingenico et Worldline. Donc, on a commencé avec Ingenico qui a été racheté par Worldline. On a repris avec les équipes Worldline dédiées. Et on a identifié sur le terrain un partenaire local qui était le détaillant Leclerc avec les pompes à essence à Argentan, donc vraiment dans l'ouest de la France. Un point et un Friends and Family, ce qu'on appelle une petite expérimentation, ce qui est mieux pour démarrer d'une 20aine de personnes. Mais vraiment, on a un parcours client en conditions réelles et de bout en bout. On l'a fait en conditions avec du bruit, donc c'était vraiment, il y avait les autres clients autour. C'était pas du tout en mode démo ou en mode lab. C'était vraiment sur le terrain. Les rôles, je vais passer rapidement dessus, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais il y a plus d'infos sur cette slide sur les différentes briques qu'il faut mettre en face les unes des autres, avec des connecteurs, des interfaces, et puis des briques de responsabilité. Cette présentation, de toute façon, je la laisserai à la disposition des inscrits. Rapidement, les grandes phases, il y a eu la co-construction des parcours, le design des écrans, le développement et la mise en œuvre de l'application des services, et bien sûr les tests, les évolutions, les itérations. Et puis ensuite, il y a eu aussi, cette expérimentation elle a permis de tester non seulement l'appétence marketing, on va dire, et puis l'appétence client pour un parcours client et des interfaces. Je crois que c'est Jean-François qui le disait, il faut allier simplicité, fluidité et sécurité. Tout ce qui sort du Lab by CB doit être secure by design. Donc, le multifacteur pour authentification forte, c'est des choses qu'on connaît et qu'on met en place, que ce soit
en paiement de proximité ou en vente à distance, avec la vente à distance sécurisée, avec l'authentification forte. Donc, c'est des choses qui nous parlent. Donc, on a testé aussi la sécurité, hein, je vais y revenir, mais sans aller dans le détail, le fonctionnel, hein, le raccordement des 10 maillons entre eux, et puis aussi, justement, la biométrie et l'utilisation de la biométrie comme une preuve d'authentification. D'où un test et recueil des retours d'expérience. Je vais passer assez vite, mais on a utilisé des outils de collaboration de type Miro, de distanciel, outils collaboratifs. On a fait plusieurs ateliers. L'UX est très important parce qu'il y a deux grandes phases dont a également parlé Jean-François, l'enrôlement et le paiement. Donc, l'enrôlement, il se fait à la maison, mais je vais revenir, et le paiement, il se fait in situ. Et à chaque fois, il y a un moment où l'utilisation du moyen de paiement est importante, ne doit pas être négligée, on doit être pris par la main, mais ça doit rester très fluide. Donc, le design, il a été fait de façon minimaliste, simple et clair. On a pris une approche qui doit être à la fois très compréhensible, on doit être pris par la main, mais ça doit être rapide et simple tout en restant sécurisé. Alors maintenant, je vais aller un tout petit peu plus dans le parcours client. Il y a donc deux phases, l'enrôlement et le paiement. Pour la phase d'enrôlement, pareil, il y aura des vidéos si vous voulez un peu plus dans le détail, mais on est donc, on va dire, chez soi, à partir du moment où on télécharge l'application sur son device personnel qui est son téléphone, on va saisir son nom, son prénom, son email, on va cocher effectivement le fait qu'en termes de finalité pour la CNIL, en termes de respect du RGPD, on va utiliser cette application pour des paiements dans le cadre d'une finalité claire pour le consommateur. On va saisir aussi ensuite les informations liées à la carte de paiement. C'est comme quand on enregistre sa carte dans une application. Donc là, il y a une authentification forte du client à ce moment-là. Et puis ensuite, on va enregistrer l'empreinte vocale de l'utilisateur. Donc là, comme ça, on a l'impression que c'est bien différencié en termes de rôle, mais on a travaillé vraiment avec les autres parties pour que chaque partie se réponde de façon naturelle et fluide. Et il y a plein de petites choses. Chacun connaît, on va dire, sa partie. Et sur la partie enrôlement de la carte, il y a des choses qu'on a pu faire de façon perméable avec nos partenaires. D'ailleurs, on le citait un petit peu, je vais essayer de revenir en arrière. Hop, voilà. Sur l'enregistrement de l'échantillon vocal, comme l'enrôlement est lié au téléphone, on télécharge l'application, il est nécessaire au moment de l'utilisation, après l'enrôlement, pour le paiement. Donc, il est nécessaire de s'enrôler à nouveau si j'utilise un nouveau téléphone. Donc, dans les deux facteurs dont on parlait tout à l'heure sur 3, la possession du téléphone, le savoir-faire pour le déverrouiller, et puis ce que je suis, c'est-à-dire mon empreinte vocale, sont nécessaires pour l'utilisation. Ça fait au moins 2 facteurs. À la pompe, ce qui va se passer, c'est que je vais être cette fois-ci, pareil, on vous a mis une petite vidéo que je ne vais pas lancer, mais que vous pourrez regarder. Je suis dans mon véhicule. Je vais, soit parce que je suis déjà en mode GPS, soit parce que je vais lancer l'application, parce que je veux faire du carburant, dire que je veux faire du carburant, je vais dire que je veux faire le plein, on va m'adresser, on va me demander à quelle pompe je suis, je vais énoncer à quelle pompe je suis, on va me demander ce que je désire, si c'est comme dans mes préférences, dans mon profil que lors de l'enrôlement du samplon, ou si je dois pouvoir changer à tout moment. Ce sont des préférences, mais je dois pouvoir en changer. Et puis, on va me demander quelque chose, il y a un petit effet waouh en termes de marketing, c'est si, et en termes de parcours client, c'est si je veux un montant défini ou si je veux le plein. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais ça veut dire que si je dis le plein comme d'habitude, c'est la pompe qui va s'arrêter quand le pistolet ne pourra plus remplir le réservoir. En revanche, si je dis, et aujourd'hui, avec surtout le prix du carburant, c'est quelque chose d'important, si je dis non pour 15 € seulement aujourd'hui, l'assistant va le comprendre, va l'envoyer à la pompe et la pompe va s'arrêter quand je serai en train de me servir. Alors, pardon, mais j'ai les écrans du vote en même temps. Alors, hop. Pardon, j'arrive tout de suite. J'ai des petits. Voilà. Alors, je dis pour Maxime, mais quand il y a un sondage, du coup, il y a des écrans qui s'affichent. Qu'est-ce que je disais? Oui, si je dis que j'en veux que pour 15 €, le pistolet va s'arrêter à 15 €. C'est-à-dire que fini le temps où je fais 14,90 €, 14,95 €, 14,19 €, 15 €, Là, ça va s'arrêter automatiquement et je vais remonter dans le véhicule. Donc, en gros, dans mon véhicule, j'énonce tout ça, je dis que j'en veux pour 15 €. On me dit, c'est OK. Pour 15 €, tu peux y aller, tu peux sortir du véhicule et prendre le pistolet. À ce moment-là, je peux laisser mon téléphone dans la voiture, sortir, j'ai les mains libres, je n'ai rien, je n'ai pas à sortir de carte, je n'ai pas à faire d'interaction avec l'écran, le clavier ou le téléphone. Je décroche le pistolet, je me sers. Si j'ai dit pour 15 €, ça s'arrête. Si j'ai fait le plein, ça va jusqu'au plein.
Je remonte dans le véhicule et là, on me dit, voilà, le montant final est de, donc si c'est le plein, le montant à calculer, si c'est 15 €, 15 € ou autre, c'est ce que j'aurais énoncé. Et on me dit, voilà, c'est le débit qui va être fait, c'est le montant final qui va être débité sur votre compte. Et on peut m'envoyer un justificatif à l'adresse mail que j'ai fait une seule fois lors de l'enrôlement. Je n'ai pas besoin de redonner mon adresse mail ou mon numéro de téléphone à chaque transaction, à chaque utilisation. Donc, c'est quelque chose d'assez simple et qui nous a permis d'avoir des retours d'expérience. Nous, on l'a fait pendant 2 mois ou 3 mois, vraiment à hauteur de 20 personnes. Et pendant cette durée d'expérimentation, on a vu que la durée d'enrôlement, on a réussi à la faire à peu près égale à 5 minutes pour 3 phases importantes et sensibles. La durée moyenne du service du carburant, elle est à peu près de 3 minutes, c'est-à-dire en dessous de 4 minutes, c'est-à-dire à peu près la même chose qu'aujourd'hui, parce que on a à peu près le même temps, sauf qu'en termes d'hygiène et de sécurité, on n'a pas de clavier ou d'écran tactile à toucher, et puis on n'a pas à sortir sa carte. Donc ça a été d'ailleurs perçu comme un avantage par les utilisateurs de ne pas avoir à sortir son moyen de paiement au distributeur de carburant. Et puis la démarche biométrique est pour le client invisible. Et c'est ça la deuxième grande force de cette expérimentation, grâce à des acteurs comme WeSpeak, qui a d'ailleurs été utilisé au cours de l'expérimentation avec d'autres, c'est que au moment où je parle avec l'assistant en situation, mon débit de parole, il est utilisé pour 2 choses. À la fois, identifier mon panier, ce que je veux acheter, ce qu'on comprend de ce que je veux, donc le parsing, le text-to-speech, le NLP. Et en même temps, cet échantillon, il va être authentifié en temps réel tout au long de la conversation. Si à un moment, on se dit, tiens, ce n'est pas Romain qui parle, on va me dire, je ne comprends pas, répète, ou alors, au moment de l'authentification, au moment où le montant est prêt à être envoyé, là, on va me demander de répéter une phrase qui est soit aléatoire, soit dans un document qui est, pour que ça n'ait pas l'air complètement inventé. Nous, on est parti d'une phrase au hasard du guide utilisateur. Donc, c'est en lien avec la solution, mais voilà, il y a un mélange. On parlait de sécurité tout à l'heure. Il y a un mélange entre de l'aléatoire et de l'attendu. Mais l'enjeu, c'est d'avoir un échantillon assez important pour pouvoir reconnaître l'utilisateur et être sûr que c'est lui, tout en gardant un parcours client rapide et donc des phrases courtes pour le client lors de l'utilisation, quelqu'un qui est pressé. Donc, quelqu'un qui est pressé, je ne vais peut-être pas avoir assez d'échantillons pour le reconnaître et je vais lui demander de répéter une phrase. Quelqu'un qui, dès le début, n'est pas reconnu, je vais lui dire, voilà, je n'ai pas compris même l'instruction, je n'ai pas compris la commande, et je vais pouvoir lui demander de répéter. Donc ça, c'est invisible pour le porteur. C'est-à-dire que le même flux, il sert à la commande et à l'authentification, et ces deux fils ont des contraintes différentes. Donc le jeu, c'était de trouver l'échantillon minimum nécessaire à l'authentification qui peut être utilisé pour un paiement fluide. Donc ça, c'était très intéressant, une commande et une saisie fluide. Donc, une image aussi d'innovation perçue par l'enseigne, le détaillant, très forte, sachant que c'est sur une pompe existante. Donc, vraiment quelque chose où on peut mettre à l'échelle. Et donc, côté utilisateur et côté détaillant, il y a vraiment des avantages forts qui ont été perçus. Alors, bien sûr, les scores NPS, etc., sont très bons. Après, ça reste une expérimentation autour de 20 personnes. Il faut peut-être élargir. Maintenant, je pense que ça va être ça. Maintenant qu'on a fait cette première expérimentation, on va vraiment tenter de faire des expérimentations à plus grande échelle pour avoir quelque chose de quantitatif, là où nous, on a fait quelque chose de qualitatif. Ce qui nous amène aux conclusions aux prochaines étapes. On a vu qu'on avait réussi à mettre en place un parcours innovant, aussi rapide qu'un parcours existant, qui répond de façon dédiée à un cas d'usage. Jean-François parlait des cas d'usage. C'est vrai, il y a plusieurs façons. Cette méthode-là ne sera pas forcément la bonne ou le bon parcours client pour un autre cas d'usage, par exemple, paiement à la maison, où il y aura une UX un parcours client complètement à refaire. En revanche, on l'a vu, ne pas avoir à sortir son moyen de paiement, c'est rassurant à un distributeur de carburant. C'est quelque chose qui est bien perçu. Il y a plusieurs choses qui doivent être adaptées au parcours client. Les transactions étaient réelles, avec une authentification biométrique simple. L'authentification était à double facteur et on avait les utilisateurs qui étaient satisfaits et promoteurs. Encore une fois, Friends and Family, 20 personnes, là-dessus, il faut avoir du recul, mais il faut vraiment essayer d'aller plus loin. Et maintenant, on peut identifier que en dehors de la mobilité, on peut aussi appliquer ces technologies à d'autres cas d'usage.
Enfin, comment on peut aller plus loin? Il y a plusieurs façons. Nous, maintenant qu'on a testé cette façon de faire, on va essayer d'en tester d'autres, d'en retenir, d'en agréger les différentes forces. Au moment, dans l'expérimentation dont je vous parlais, au moment de l'utilisation par le client, si vraiment on ne le reconnaît pas, si on ne reconnaît pas ma voix, on va arrêter la transaction. Donc, c'est une étape en amont où il y a une sorte de score qui va être appliqué, qui va être négatif, et puis on ne va pas aller plus loin. Donc, ça apporte de la sécurité. On peut aller plus loin demain en disant, vraiment, je reconnais, c'est un peu le jeu, je reconnais l'authentification vocale comme authentification forte du client. Et pour ça, il faut le faire et que la place, donc les clients, les banques des clients et les banques des commerçants reconnaissent l'authentification vocale comme assez forte pour être utilisée de cette façon-là. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler. Mais en attendant, on peut continuer à travailler à des expérimentations dans d'autres cas d'usage ou sur les mêmes cas d'usage, mais de façon plus étendue. Il y a plusieurs façons de le faire. La réglementation, qui est la DSP2, demande maintenant, depuis le 1er janvier, une authentification forte, non seulement à l'enrôlement, mais aussi lors des paiements, à chaque paiement au-dessus de 30 €. Donc, pour ce faire, CB peut identifier des commerçants sur une sorte de liste blanche avec un programme qui est dérivé de notre fonctionnalité Faster by CB qui est liée au e-commerce. Donc, c'est des choses qui permettent de faire ce qu'on appelle du frictionless, c'est-à-dire ne pas forcément déclencher un 3D Secure et donc une authentification forte à chaque transaction en gérant justement un risque et donc faire de la gestion de risque pour apporter de la fluidité dans le parcours client. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et donc on a fini au 1er janvier 2022 et maintenant on est en train d'itérer avec d'autres cas d'usage, on est en train d'identifier les cas d'usage à tester maintenant. Voilà, j'espère que c'était clair. Je vois qu'il y a quelques questions, on va peut-être les prendre. En tout cas, pour ma partie, c'est fini. C'est très clair. Merci beaucoup, Romain, pour ce témoignage. Effectivement, on a eu du mouvement, ça a bougé de notre côté. On a quelques questions. Désolé pour le pop-up intempestif, on ne l'avait pas imaginé comme ça. On pensait qu'il serait plus discret et qu'on pourrait choisir de l'envoyer un peu plus tard. Et moi-même, je me suis retrouvé bloqué devant mon écran. Alors, donc, on a plusieurs questions. Donc, on en a pour commencer, pour Jean-François. Est-ce que WeSpeak détermine une signature vocale indépendamment de la langue utilisée? Oui, la signature vocale, elle se base sur l'audio qui est utilisé. Alors, d'un point de vue purement précision, il y a un léger impact quand on change de langue, puisque on va avoir des dixièmes de pourcent d'erreur sur le taux d'erreur moyen. Mais globalement, ça ne se sent pas au niveau de l'expérience utilisateur. Donc là, je me suis enrôlé en français et en anglais, et j'ai fait en anglais. Il y a pas mal de démos que je fais sur la base de signatures que j'ai faites en français et que j'utilise après en anglais, et ça marche aussi bien. Dans le cadre de l'expérimentation, c'était en français, bien sûr. Très bien, merci. Peut-être tu voulais dire quelque chose, Romain? Oui, je vois qu'il y a une question sur pourquoi faire appel à WeSpeak plutôt que Google, Microsoft. En fait, il y a deux choses. Nous, on travaille avec tout le monde. Hein. Chez CB, on travaille avec Google, avec Apple, avec Amazon. Enfin, vraiment, ce n'est pas anti-GAFA. En revanche, comme on a une position de place, on est pour l'ouverture au maximum d'écosystèmes. Donc, on essaye d'avoir des représentants on va dire, de circuits ouverts, de monde ouvert, avec des briques qui peuvent aller dans un sens d'interopérabilité. Donc, que chacun se spécialise sur son métier et qu'on puisse, à la limite, interconnecter les acteurs. C'est ce qu'on a réussi à faire dans le cadre de l'expérimentation. Donc ça, c'est quelque chose d'important, cette interopérabilité, de ne pas avoir à prendre toute une suite. Ça, c'est plus important, à la limite, que quel acteur. Après, c'est vrai que c'était bien d'identifier des acteurs français parce qu'on est un acteur très français. La majorité de nos flux viennent de paiements de Français en France. Voilà, donc on est encore une fois 65% de la consommation des ménages. C'est pour ça que mais on peut bien sûr itérer de façon différente. Et c'est après comment dire, on n'a rien qui nous oblige à choisir une solution plutôt qu'une autre. Au contraire, on va essayer d'itérer avec plein de solutions différentes pour voir quels sont les cas d'usage que ça peut adresser et que s'assurer que l'écosystème n'est pas fermé pour qu'on pousse un cas d'usage.
le lab, il n'est pas intéressé, on ne va pas vendre une solution, on ne va pas commercialiser une solution. On va donner un avis sécurité, par exemple par des évaluations. On va donner notre avis sur le fait que des solutions peuvent être utilisées dans le cadre du paiement. Et pour ça, il faut pouvoir tester plusieurs acteurs, plusieurs fournisseurs et plusieurs cas d'usage. Donc, nous, on travaille avec tout le monde et on a déjà travaillé avec d'autres et on travaillera avec d'autres. Très bien. Comme on dit, si jamais il n'y a qu'un seul acteur, c'est qu'il n'y a pas de marché. Aussi. Et puis, encore une fois, c'est pas bon de dépendre d'un acteur. Nous, voilà, c'est vraiment, là pour le coup, c'est aussi à ça que sert CB, c'est d'identifier les acteurs qui peuvent aider à ne pas avoir de dépendance, parce que la dépendance n'est bonne pour personne. Voilà, ça freine l'émulation et l'innovation. Nous, de notre côté, ce qu'on veut promouvoir, c'est un respect strict du cadre réglementaire. Aujourd'hui, il y a pas mal d'acteurs, d'utilisateurs qui sont un peu réticents à donner leurs éléments de biométrie, leur voix, à des Google ou à des autres GAFA. Le fait d'avoir un acteur français capable d'intervenir sur la fourniture de services de type biométrique, pour ces agents-là, c'est quelque chose qui pourra avoir de la valeur. Et ça, bien sûr, on y est très attaché également. D'ailleurs, en général, on essaye d'échanger avec la CNIL. Bien sûr, on applique la RGPD. Enfin, vraiment, là-dessus, on est très sensibilisé en France. Donc, on est très sensibilisé chez CB. Et dans ce qu'on fait, on est à la fois respectueux de la lutte contre la fraude, donc tout ce qui est, encore une fois, architecture de sécurité par définition, mais aussi du respect du consentement éclairé des utilisateurs. Et tout ça, ça amène un écosystème. Tout ce qui peut travailler dans cet écosystème, tous ceux qui peuvent travailler dedans, comme tous les prestataires de services de paiement, par exemple, on travaille avec eux. Très bien. Merci beaucoup, Romain. C'est très intéressant, d'ailleurs, ces aspects CNIL, RGPD, sur la souveraineté. Bon, ouais, il me semble que c'est quand même un point fort d'avoir un tiers de confiance qui est en Union européenne, qui a des technologies françaises, qui n'est pas sous Patriot Act. Donc, on le constate en fait au quotidien. C'est vrai que on traite de la donnée confidentielle. CB, vous traitez de la donnée confidentielle. Forcément, on est sur de la biométrie vocale. C'est très rassurant d'avoir un acteur qui a des technologies puissantes et qui est en mesure de concurrencer des acteurs qui sont par ailleurs peut-être plus grands, qui sont aux États-Unis et qui permet d'offrir un niveau de service qui est équivalent, voire supérieur sur certains points, ça je sais pas, et qui en plus vous donne une garantie de, écoutez, votre DSI, elle va valider plus vite parce que vous savez qu'il y a des barrières en moins en fait dans l'adoption de ces technologies qui par ailleurs représentent des performances qui sont très intéressantes. En termes de compliance, c'est très important. En France, on a l'habitude. C'est parfois un peu plus dur qu'ailleurs, mais c'est aussi de montrer que l'innovation est possible dans ces conditions, que ce n'est pas des contraintes. Et là, moi, je dois dire à quel point je suis admiratif des partenaires industriels et techniques avec lesquels on travaille. C'est-à-dire que nous, on a une approche de design de parcours client. C'est-à-dire, on est des techniciens du paiement, mais en termes de technologie sur la voie, on a vraiment été bluffé par ce qu'ont pu apporter tous nos partenaires. Et vraiment, on peut être très fier de ce qui est accompli parce que en termes d'expérimentation sur le terrain, c'est quelque chose et un peu comme on l'a fait d'ailleurs sur la carte empreinte digitale, le fait que les empreintes soient stockées dans la carte, c'est des choses qui paraissent normales, mais voilà, c'est des choses assez simples qui peuvent permettre d'aller plus vite tout en respectant la réglementation. Donc, ce savoir-faire, on va dire français, sur RGPD, DSP2, et puis sur la sécurité aussi, il faut s'en servir pour justement pouvoir aller plus vite. Il faut vraiment garder à l'idée que ce qui a été fait, ce qui aujourd'hui est fait en termes d'expérimentation ou de paiement réel par la voie, dans le respect de la CNIL et de la RGPD, c'est quand même très fort, même au niveau, je veux dire, au niveau international. C'est vraiment on va aussi vite que des géants. Donc bravo à vous. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne voit pas la réglementation comme une contrainte, on la voit plus comme une opportunité. Parce qu'avant d'être des développeurs d'applications et des fournisseurs de services, on est des citoyens.
Donc, les problématiques que gère de protection de la donnée privée et de la protection de la personne dont la CNIL est gardienne, on va les retrouver partout. Donc, on a besoin en France de mettre ça dans un cadre réglementaire qui est plutôt contraignant. Et quand on parle de la manière dont on protège les données privées au Brésil ou au Canada ou aux États-Unis, les gens ne sont pas indifférents, il ne faut pas croire. Tout à fait. On parle souvent de customer centric. En fait, le régulateur, il défend juste les intérêts de l'utilisateur final. Donc, si on comprend ça et qu'on ne comprend pas ça comme une souffrance, mais plutôt voilà, un cadre à respecter et puis même en tant qu'utilisateur qui est intéressant à obtenir, voilà, une bonne direction à suivre, à ce moment-là, en général, ça se passe très bien. Ok. Alors, on a encore d'autres questions. Je fais un petit intermède. Donc, on a lancé un sondage intempestif qui nous a donné des réponses intéressantes. Donc, est-ce que vous pensez que la biométrie vocale apporterait un plus dans votre organisation? On a oui à 72%. C'est très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est bon, on a des organisations, des représentants d'organisations, on a aussi des personnes qui sont potentiellement utilisatrices. Donc, on voit qu'il y a une adoption aussi qui est de plus en plus forte et des consommateurs qui sont prêts à utiliser des services d'authentification qui sont plus simples, plus fluides à utiliser. C'est ce que vous disiez aussi, Romain, dans votre témoignage. Avant... je me permets d'ajouter que là, c'est du qualitatif, mais quantitativement, chaque année, on fait un sondage sur 1000 personnes et que sur les biométries, là, par exemple, sur la biométrie voix, on a maintenant presque 50% des clients finaux qui seraient prêts à l'utiliser dans des cas d'usage intéressants, si c'est adapté. C'est important ce chiffre parce que 50% sur des choses qui n'existent pas encore, des choses qui ne sont pas encore déployées, c'est des chiffres importants. En innovation, les chiffres sont toujours en dessous. Les gens, ils ont un petit peu de mal à se projeter parfois parce que quand le cas d'usage n'est pas bien défini. Donc, 50%, au-dessus de 30%, en général, c'est plutôt bon signe. 50%, ce sont des très bons chiffres. On a vu ces dernières années que toutes les biométries augmentent en termes d'appétence. Bien sûr. Les gens se sont habitués à utiliser les biométries, ils voient l'intérêt qu'il y a et la fluidité que ça procure. Ça s'est totalement démystifié. Et si aujourd'hui, sur le vocal, en tout cas, on constate qu'il y a un énorme retard en France et en Europe, justement parce qu'il n'y a pas d'offre qui alliait simplement l'utilisation avec les contraintes de gestion des données privées. Alors, c'est ce qu'on souhaite mettre sur le marché, c'est justement une offre qui va permettre de faire ça de manière simple, sans mettre en danger les données privées des utilisateurs. Super. Je vais proposer un autre sondage et on va passer à l'autre question qui est une question d'utilisation, justement. Comment on enregistre la voix, combien de temps ça prend d'utiliser la voix. Le sondage que je vous propose, c'est quels sont les cas d'usage que vous voyez bien appliqués au sein de votre organisation. Donc, parmi alors là, on l'a fait plus discret, donc il faut accéder à l'onglet sondage où vous pourrez trouver ce dernier sondage. Et je vous propose de choisir, en fait, parmi ces cas d'usage que Jean-François avait présentés tout à l'heure, donc ceux qui vous semblent le plus répondre aux enjeux de l'organisation. Et donc, en attendant les réponses, je vous propose de parler un peu de l'utilisation, justement. On a une question de Wajdi qui nous demande quelle est la durée minimale d'audio pour la phase d'enrôlement et de test pour avoir un bon taux d'identification. Donc, en termes d'expérience utilisateur, comment ça se passe au départ? Alors, nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir plus de 10 secondes sur l'enrôlement. 15 secondes, c'est parfait. Et de faire cet enrôlement dans un environnement plutôt propre. Ensuite, une fois que l'enrôlement a été fait dans un environnement plutôt propre au niveau audio, je parle, on peut le réutiliser même dans des environnements bruités parce que nos moteurs ont été entraînés à reconnaître quand il y a du bruit. Et donc là, à partir, je vous avais vu sur les démos, ça devait faire 3 secondes ou quelque chose comme ça, les phrases que j'ai sorties. On a nos derniers moteurs sont capables de reconnaître avec des durées d'1 seconde. Pour être confort, je pense que 2 secondes sont bien. Et on peut agréger différents échantillons de voix. Par exemple, si on est sur un SVI,
les gens ne font pas des grands discours, donc on va avoir une commande, puis une autre, et on peut agréger ces différents échantillons de voix pour constituer un échantillon suffisant pour faire l'authentification. Super. Merci Jean-François. Donc, on a une question de Cindy aussi sur donc l'expérience aussi et l'expérience utilisateur. Donc, tout à l'heure, on vous voyait lire des phrases. Et je n'ai pas vu si c'était possible que la phrase soit lue, ce qui serait pratique pour les personnes aveugles, par exemple. Donc, l'enregistrement est systématiquement basé sur une phrase à lire, ou peu importe en fait ce qu'on Non, peu dit. importe. Je peux vous faire une démo de login, par exemple, là où je peux parler naturellement, et il suffit que je parle comme je parle là, et ça me connecte. Donc, c'est au niveau de la configuration de l'application vocale que vous allez, en tout cas dans l'outil WeSpeak, que vous définissez si vous voulez l'associer avec de la reconnaissance de texte ou pas. Donc, de notre côté, c'était vraiment, il y a un enrôlement. Au moment de l'enrôlement, il faut penser justement à la saisie d'empreintes. Donc, si vraiment il y a des problèmes pour lire l'écran, il faut trouver autre chose. Par exemple, répéter la phrase que vous allez entendre. Voilà. Mais tout est possible. Donc, une fois l'enrôlement fait, pour éviter, comme le disait Jean-François, si c'est propre, après, on peut l'utiliser même dans des environnements bruités. Nous, on en a eu la preuve en station essence, avec des casques. On a même un utilisateur à moto, avec du bruit autour, vraiment les bruits de voiture. En revanche, lors du paiement, l'utilisation est vraiment naturelle. Il y a un assistant vocal, vous pouvez lire ou entendre ce qu'il vous dit, vous répondez naturellement, et si tout va bien, l'empreinte suffit, l'interaction naturelle suffit. Si ça ne suffit pas, on vous demande quelque chose d'autre. Et encore une fois, il y a plein de façons de le faire, avec du statique ou du dynamique ou du généré aléatoirement. Ça marche. Et donc là on est sur la base donc d'une application qui recueille le consentement. J'avais une question par rapport au cas d'usage du coup des centres de contact, des centres d'appel. Comment est-ce que ça fonctionne à ce niveau-là pour recueillir le consentement des clients de la marque? Tu peux avoir plusieurs manières d'aborder la chose, ça va dépendre un peu de la manière dont le call center va être utilisé. Dans les cas de type bancaire, par exemple, il peut y avoir, lors du KYC, lors de la validation d'identité de la personne, une captation de l'échantillon vocal. Il y a aussi un centre de gestion des données personnelles et des paramètres sur lesquels l'utilisateur pourrait avoir un lien pour créer son enrôlement. Maintenant, si on est dans une relation qui se passe essentiellement sur le canal téléphonique, on peut imaginer qu'il y a un petit warning en amont disant on peut utiliser votre voix pour améliorer le service, commencer à le faire, et que on échange. Allô, bonjour, je voudrais faire un virement de ceci et une opération de telle nature. Oui, d'accord, donnez-moi votre nom, votre prénom. Donc, on va faire la vérification d'identité, et pour peu qu'on ait l'audio de la personne sur un canal, on peut ensuite, à la fin de l'interaction, lui dire vous savez, on a une possibilité de faire une signature vocale à partir de l'échange que l'on vient de faire. Si vous acceptez, la prochaine fois, vous n'aurez pas besoin de faire une preuve d'identité et votre voix suffira pour vous valider votre authentification. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas un overhead, si ce n'est juste de prononcer ça. Si l'utilisateur accepte, on valide et on a fait son opt-in et la captation de l'enrôlement. La fois d'après, il a juste à rappeler et on pourra le reconnaître avec sa voix puisqu'on aura fait l'opt-in. En même temps qu'on va faire cet opt-in, on va lui envoyer sur le canal préférentiel qui va bien, que ça peut être le courrier ou le téléphone ou le SMS, lui envoyer un lien qui va lui donner le lien de révocation de sa signature. Et donc à tout moment, il peut activer ce lien et du coup, sa signature disparaît et n'est plus utilisable. La clé disparaît et la signature n'est plus utilisable. Ok, très bien. Ok. D'ailleurs, intéressant, on vient de recevoir les résultats du sondage. En tout cas, on a parmi les votants, donc 25% qui verraient bien l'assistant vocal embarqué, appliqué à leur organisation. En deuxième, 21% login, 21% sécurisation de transactions multifacteurs, et juste derrière, authentification en centre d'appel aussi à 11%. Ce qui est assez étonnant. Moi, d'après les usages internationaux, le use case d'authentification en centre d'appel est de loin majoritaire. Parce qu'en fait,
son ROI est beaucoup plus important et assez rapide, puisque si on fait économiser entre 20 et 40 secondes, voire plus, par appel téléphonique, et pour le client, mais surtout pour l'organisation qu'il met en place, le temps passé par appel est de chute importante. L'économie est très réelle et très rapide. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, sur l'authentification sans rappel, donc là, on n'a pas forcément un échantillon représentatif, mais effectivement, il y a cette partie d'authentification, de première authentification, et il y a aussi des personnes qui appellent via divers numéros, donc ce qui est plus difficile, en fait, si on veut avoir un numéro qui est associé à un client, et qui ont aussi des enjeux de dédoublonnement, finalement, de fiches clients. Donc, effectivement, ça permet de beaucoup plus vite avoir des données de qualité dans le CRM des entreprises, plus de faire gagner du temps directement dans l'appel. Donc, effectivement, il y a tout un enjeu qui est réduction du temps passé donc, pour pouvoir répondre à plus d'appels. Et voilà, faciliter aussi l'expérience du client. Et la deuxième partie, c'est pour l'entreprise, pour favoriser en fait la communication avec ses clients, la base de connaissances sur ses clients, voilà, de manière en fait, il y a plusieurs usages. Je vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, c'est super intéressant. Et nous-mêmes, en fait, on a certaines situations parce qu'on travaille beaucoup avec les centres d'appel et les centres de contact. Et on serait intéressé par voir avec vous comment on pourrait aider déjà nos clients actuels à mettre en place ce type de solution. Avec plaisir. Alors, très bien. Merci pour ces questions. Il est 18h12, donc on est bon sur le timing. On avait prévu la fin des questions à 18h15 pour une conclusion par Consuelo à 18h12. Est-ce que par ailleurs, vous aimeriez ajouter quelque chose ou vous poser une question, Romain ou Jean-François? Romain, je te laisse attaquer. Pour toi, c'est quoi le prochain cas d'usage sur lequel on travaillera ensemble, Jean-François? J'ai une liste d'idées longue comme ça. Donc, je pense que le paiement e-commerce, avec la maquette qu'on a là, c'est quelque chose qui est intéressant. On a d'autres partenaires dont on a parlé, avec qui on a déjà parlé et qui ont des expérimentations dans leur ligne de mire. Donc, j'espère que ça sera assez rapide. Alors, nous, c'est vraiment, je vais être très honnête, on fait beaucoup d'expérimentations. Cette fois-ci, on a été étonné de la rapidité avec laquelle on a réussi à raccorder fonctionnellement toute une chaîne d'acteurs jusque sur le terrain, de mettre à jour des équipements qui ne nécessitent, enfin voilà, on est passé de matériel dur à faire migrer à des matériels innovants grâce au savoir-faire des partenaires techniques, encore une fois. Donc, en termes de déploiement et d'innovation rapide, de rythme d'innovation, c'est très important. Parce que quand on dit, tiens, c'est aussi pour ça qu'on a travaillé sur les empreintes digitales sur la carte plutôt que sur le terminal au lab, parce qu'il y avait déjà eu des tentatives sur le terminal. C'est juste qu'après, derrière, il faut diffuser le terminal et c'est long. La carte, c'est plus rapide. En 3 ans, la durée de vie d'une carte, c'est 3 ans. Donc, si un émetteur de carte veut tester quelque chose, déjà, il peut limiter. Aujourd'hui, il y a plusieurs émetteurs qui testent la carte biométrique à empreinte digitale. C'est un peu pareil pour la voix. Si on arrive à voir que logiciellement, on peut mettre à jour des choses qui sont difficiles à faire migrer, qui prennent des années, et là, en une nuit, c'est fait, on gagne un temps d'innovation fou. Donc, c'est vraiment enthousiasmant, vraiment, en termes d'expérimentation, c'est vraiment enthousiasmant. Et c'est pour ça qu'on fait aussi partie, CB et le Lab, du Voice Lab, pour pouvoir aider à identifier sur notre petite partie paiement les cas d'usage, on va dire, le savoir-faire paiement qu'on a, contrairement au savoir-faire voice que nous, on n'a pas à la base, mais vraiment pour apporter cette brique, on va dire, commerce, facilitant commerce, qui est quand même un cas d'usage important pour les acteurs de la voix, je pense, voilà, que ce soit commerce de proximité, commerce, e-commerce, c'est quelque chose d'important. Donc, il y a des marchés importants et on est heureux d'accompagner les expérimentations dans ce cadre-là. En tout cas, du point de vue de petits acteurs que nous sommes, de voir que des organisations quand même extrêmement structurées avec de nombreux partenariats, de nombreuses ramifications sont innovantes et sont suffisamment agiles pour mettre en place ce genre d'expérimentation dans des délais courts,
c'est incroyable. C'est vraiment un signe de vitalité très, très encourageant et très, très enthousiasmant. Tout à fait Nous, d'accord. de notre point de vue, si je peux conclure, on pense que la voix, c'est un outil qui est extrêmement intéressant parce que le nombre de micros déployés, il est gigantesque, il y en a partout. Donc, c'est vraiment facile de trouver le point de contact sur lequel on va pouvoir faire la captation vocale. Et du point de vue de l'utilisateur, ce qu'on se dit, c'est que demain, on aura tous déposé notre signature vocale quelque part et qu'on aura envie de la déposer une fois quelque part, on espère chez WeSpeak, et puis de pouvoir s'authentifier non seulement sur sa station-service, mais aussi à sa banque, puis chez son assurance ou sur Pôle emploi pour ceux qui ne savent pas, etc. Et que ça devienne quelque part un moyen banal d'authentification. Et nous, on essaiera de se positionner en tant que Voice ID provider dans ce contexte. Merci pour cette conclusion, Jean-François. Merci à tous. Je vais passer la main à Consuelo qui va conclure. Bah oui, merci déjà Jean-François, Romain, Maxime pour cette session. Notre 6e conférence voilà, se termine là. Comme Francia vous a rappelé via la conversation dans le chat, il y a les replays qui sont disponibles sur YouTube à partir de demain, donc sur la chaîne YouTube de Francia. Sinon, sur notre site web, je vous ai laissé le lien directement ici dans le chat. Et nous, on vous attend pour le prochain cycle de la voix du mois de juin, qui aura lieu vers la fin du mois de juin. Donc, encore, on est en train de l'organiser, mais vous serez tous mis au courant de ce que ça sera le sujet. Toujours, bien évidemment, autour de la voix. On est toujours là pour parler Voice Tech. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours via les pages web ou directement via l'adresse mail de notre site web, que pour rappel, contact@levoicelab.org. Et aussi, si vous avez besoin ou envie de contacter, bien évidemment, Jean-François et Romain, voilà, n'hésitez pas à vous adresser vers nous. On vous mettra très volontiers en contact avec eux. Donc voilà, là c'est bon, j'ai terminé. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Eh bien, merci à tous aussi de votre attention et de vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci à toutes. Et merci à Romain. Bientôt. Et merci Maxime. Merci Consuelo pour l'organisation. À bientôt. Merci bientôt. Francia. Merci Cindy. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.